Savez-vous que la Terre, notre galaxie et toutes les autres galaxies voisines étaient toutes aspirées par une région très mystérieuse de l'univers? Et on parle pas d'un trou noir, on parle du grand attracteur. On a repéré que toutes les galaxies voisines de la nôtre semblaient se diriger comme nous, vers un endroit qu'on a encore beaucoup de mal à déceler. Une entité invisible à nos yeux, mais dont l'influence se fait sentir sur des distances colossales. Des centaines de millions d'années-lumière. C'est en fait un peu comme un aimant cosmique. Le grand attracteur attire notre galaxie, la Voie lactée, et ses voisines, les entraînant à une vitesse stupéfiante, de 610 km/s. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette force invisible? Est-ce un super amas de galaxies massives, un vide cosmique au pouvoir gravitationnel inattendu, ou peut-être quelque chose de bien plus mystérieux encore? Et qu'en disent les scientifiques sur ce phénomène? Juste avant de commencer, je me permets de faire une très légère pause pour vous encourager à vous abonner si la chaîne vous plaît, et pour vous remercier de vos dons que vous faites sur la cagnotte Litchi. Parce que oui, en fait, j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent m'aider à financer des projets comme des documentaires qui arrivent bientôt. Vous le savez, j'essaie à chaque fois de faire des documentaires de plus en plus qualitatifs avec des productions toujours plus grosses. Sauf qu'il y a une chose qui suit pas, c'est le financement. Parce qu'il faut payer les équipes, les décors s'il y en a, les déplacements, et malheureusement, j'arrive à un stade où ça devient de plus en plus compliqué. Des projets comme j'ai pu faire avec le documentaire sur les trous noirs ou même celui en Laponie coûtent extrêmement cher. C'est pourquoi si certains veulent m'encourager et m'aider à réaliser des projets de ce style, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don pour la chaîne sur la cagnotte Litchi. Et le lien de la cagnotte est en description. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Ox, vous aurez tous les documentaires en avant-première avant leur sortie sur YouTube, et vous aurez en plus de ça du contenu exclusif réservé rien qu'à vous. C'est sous forme d'abonnement à 5€ avec 5% qui sont reversés à une association qui lutte pour l'environnement, et moi ça me soutient énormément. Le lien pareil est en description, et on peut reprendre. Pour comprendre sa découverte, il faut remonter dans les années 1970, lorsque les astronomes s'attaquent à la cartographie du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière fossile du Big Bang. La première lumière de l'univers. Puisque oui, quand on regarde au plus loin dans l'univers, on découvre le premier rayonnement de l'univers, celui qu'on appelle le fond diffus cosmologique. En observant ce fond diffus cosmologique, les scientifiques remarquent une anisotropie, c'est-à-dire une dissymétrie dans sa structure. Les astrophysiciens ont remarqué que le rayonnement n'avait pas les mêmes caractéristiques, donc on parle d'énergie, de température, etc., selon l'endroit où ils pointaient leur détecteur. Ils ont alors suggéré la présence de structures complexes à grande échelle dans l'univers, tels que des regroupements de galaxies. En 1978, les astronomes Gérard Vaucouleurs et Vera Rubin, en étudiant le mouvement des galaxies de notre voisinage cosmique, découvrent que la Voie lactée et ses galaxies voisines se dirigent toutes vers une même région de l'espace. Et cette observation très intrigante pose la question de l'existence d'une force gravitationnelle immense capable d'attirer des milliards de galaxies. Et c'est en 1986 que l'existence du grand attracteur est confirmée par un groupe de 7 astronomes qu'on appelle les 7 samouraïs. En analysant le mouvement de près de 400 galaxies, ils démontrent que ces dernières convergent toutes vers une zone située entre 150 et 250 millions d'années-lumière de la Terre. Une zone qui semble tout attirer, y compris notre galaxie. Les dernières observations estiment cette zone environ 200 à 220 années-lumière. Donc on a un peu rétréci la marge de distance. Mais après, il faut bien comprendre qu'on n'aura jamais une valeur précise parce que le grand attracteur, c'est pas un point, mais une structure d'une certaine taille. Bon, pour se faire une idée du grand attracteur, partons de la Terre. Ça, c'est notre planète. Et plaçons le Soleil à 150 millions de kilomètres d'ici. Faut pas oublier non plus les 7 autres planètes, ainsi que l'ensemble des corps célestes, tels que les comètes, les astéroïdes qui forment le système solaire. Tout ça, ça a une taille environ de 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Soit en gros, de 15 milliards de kilomètres. Ça, c'est juste le système solaire. Et il existe d'autres systèmes solaires, il y a même des étoiles à neutrons, des trous noirs, des planètes errantes et autres. Et tout ça, ça forme notre galaxie, la Voie lactée. Notre galaxie, elle est composée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles et d'astres qui sont tous maintenus ensemble par la gravité. C'est-à-dire qu'on tourne tous autour du centre de notre galaxie. Et elle a une taille de près de 100 000 années-lumière. Et en prenant un peu de recul, on se rend compte que notre galaxie n'est pas unique. Il en existe d'autres, avec des formes, des tailles et des masses très variables. Par exemple, il existe une galaxie qui a les mêmes caractéristiques que nous. Une galaxie spirale qu'on nomme Andromède. Et elle, on la situe à environ 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Ça paraît loin, mais pas vraiment. Mais c'est pas tout, parce que ces galaxies ont tendance à se regrouper dans ce qu'on appelle des amas de galaxies. L'amas de galaxies dans lequel on se situe, dans lequel la Voie lactée se situe, se nomme le groupe local. Et elle compte pas moins d'une trentaine de galaxies, maintenues encore une fois par la gravité. Sauf qu'il existe des structures encore plus complexes, encore plus grandes, dans lesquelles les galaxies peuvent s'agencer et se regrouper pour former d'autres amas encore plus gros. C'est ce qu'on appelle des superamas. Notre amas de galaxies, le groupe local, est contenu dans le superamas de la Vierge, qui regroupe pas moins de 10 000 galaxies,
qui s'étendent sur près de 200 millions d'années-lumière. Et on pourrait encore dézoomer pour atteindre une nouvelle structure qu'on nomme l'Aniakea. L'Aniakea peut être définie en première approximation comme un ensemble de 3 superamas englobant le nôtre. Donc en gros, on est dans un superamas et il y a d'autres superamas qui forment l'Aniakea. Et il est tellement grand qu'il a un diamètre estimé à environ 4% de l'univers observable, en termes de diamètre. Et si je vous disais que tous ces astres, que j'ai cités depuis le début, se dirigent à une vitesse d'environ 610 km par seconde, vers une même destination de l'espace. Un endroit vers lequel tout semble se diriger, qu'on nomme le Grand Attracteur. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Comme vous l'aurez compris, le Grand Attracteur est une structure contenant principalement des galaxies qui exercent une force d'attraction sur tout ce qui l'entoure. Les attirant vers lui a donc une vitesse de 610 km par seconde, on a dit. Cette structure, elle est particulière, car, selon les cosmologistes, l'univers est homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'il doit avoir les mêmes propriétés, et ce, peu importe où on regarde dans l'univers. Mais l'existence de structures aussi complexes comme celle-ci rend compte que l'univers n'est pas ce qu'on imagine vraiment. Il y a 2 choses à comprendre. D'un côté, on a le Grand Attracteur, et de l'autre, on a le fond diffus cosmologique. Ça correspond donc au rayonnement fossile électromagnétique, c'est-à-dire l'écho du Big Bang sous sa forme lumineuse, et qui imprègne l'univers tout entier. C'est-à-dire que entre le Big Bang, le tout début de l'univers, et 380 000 ans après cet événement, l'univers était dense, chaud, et était opaque. Il n'y avait pas de lumière. Enfin, en tout cas, la lumière ne pouvait pas se disperser dans l'univers. Cette lumière ne pouvait pas se déplacer librement car elle était trop énergétique et interagissait avec les atomes composant la matière primordiale. Mais 380 000 ans après le Big Bang, cette lumière avait assez perdu d'énergie à cause de l'expansion de l'univers. Donc l'univers s'est refroidi, la matière s'est formée et l'univers est enfin devenu transparent. Donc à partir de là, la lumière pouvait circuler dans l'univers. Donc le fond diffus cosmologique, c'est les vestiges de l'univers primordial. C'est le moment où la lumière est devenue visible, qui date d'il y a 13,5 milliards d'années. Ça nous offre donc une image des premiers instants de l'univers, nous permettant actuellement d'étudier sa structure à grande échelle et son évolution. L'étude du Grand Attracteur présente des défis, mais c'est pareil que le fond diffus cosmologique qui présente des défis similaires. Et là, je parle en termes d'observation. Le Grand Attracteur ne peut être observé directement à la lumière visible, exactement comme le fond diffus cosmologique. Tout simplement parce que le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement avec une énergie tellement faible qu'elle nous est invisible pour nos yeux, et même pour nos télescopes. En fait, ce rayonnement, on le voit que sous la forme d'ondes radio. Pour le Grand Attracteur, on le voit pas, puisqu'il se trouve dans une zone qui est masquée. Puis surtout que les galaxies qu'il compose semblent être très peu lumineuses, donc ce qui nous aide pas beaucoup. Les astronomes doivent utiliser des techniques indirectes, comme l'analyse du mouvement des galaxies, pour tenter d'étudier le Grand Attracteur. On a besoin donc d'utiliser des télescopes très puissants et des instruments très sophistiqués pour collecter suffisamment de données et analyser cette structure à grande échelle. À des milliards d'années-lumière de la Terre, les galaxies lointaines évoluent dans la danse gravitationnelle orchestrée par le Grand Attracteur. Leur mouvement, analysé par les astronomes, permet de retracer des lignes de force invisibles de cette force cosmique et de mieux comprendre son influence, sa forme et surtout sa nature. Et pour mesurer l'effet du Grand Attracteur sur les galaxies lointaines, les astronomes utilisent différentes techniques. La technique la plus utilisée, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler correspond au décalage de fréquence perçu entre un observateur immobile et un émetteur qui est en mouvement. Pour faire simple, imaginez que vous êtes sur le bord d'une route et qu'un camion de pompiers, avec les sirènes allumées, roule à toute vitesse. Vous allez entendre le son de la sirène de plus en plus fort, mais surtout de plus en plus aigu, jusqu'à ce que le camion vous dépasse et le son vous paraîtra de moins en moins fort et aussi de plus en plus grave. Le son en fait est perçu différemment de si on s'approche ou si on s'éloigne de vous. Donc si le camion s'approche de vous, le son est aigu, et s'il s'éloigne, le son est plus grave. Et bien ça, c'est exactement la même chose avec la lumière, sauf qu'elle ne sera pas aiguë ou grave, en revanche, elle sera plus bleutée si elle s'approche de vous, ou alors plus rougeâtre si elle s'éloigne de vous. Et donc en analysant ce décalage spectral de la lumière provenant des galaxies, donc la différence de couleur des galaxies, les astronomes peuvent déterminer la vitesse d'éloignement ou de rapprochement de ces galaxies par rapport à la Terre. La deuxième méthode, elle correspond aux lentilles gravitationnelles. Et peut-être que vous connaissez déjà ce terme. La lumière provenant d'un objet lointain peut être déformée ou déviée par la gravité d'objets massifs, comme le Grand Attracteur. Cette déformation de la lumière visible qu'on voit permet aux astronomes de mesurer la masse et la distribution de matière du Grand Attracteur. La question en fait, c'est pourquoi on ne peut pas voir le Grand Attracteur. On peut se dire que c'est une région tellement grande, une structure tellement immense, qu'elle serait assez difficile à observer. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas le cas. On peut comprendre ça en 2 points.
Le premier correspond au fait que son observation directe est rendue difficile par le fait qu'il se trouve directement derrière le plan galactique de la Voie lactée. C'est-à-dire que quand vous voyez la Voie lactée dans le ciel, eh bien le grand attracteur, il est derrière. Et cette zone, on l'appelle aussi la zone d'évitement. Et la zone d'évitement est une région du ciel particulièrement riche en poussière et en gaz cosmique. Donc en fait, c'est la bande dans le ciel où il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup de gaz et beaucoup de poussière d'étoiles. Ça fait en fait comme un nuage qui bloque la lumière visible provenant d'objets situés derrière lui, nous empêchant ainsi d'observer directement le grand attracteur, et donc les galaxies qui s'y trouvent aussi. En fait, c'est exactement comme si vous vouliez voir une ville située au loin, sauf que cette ville était située derrière une forêt très dense. La forêt, avec les arbres et ses feuillages, bloque votre vision directe de la ville. De la même manière, la zone d'évitement, avec sa poussière et son gaz, nous empêche d'observer directement ce grand attracteur. Donc en fait, cette zone d'évitement, elle complique considérablement l'observation directe de cette force gravitationnelle. En fait, c'est même impossible pour le moment. La lumière des étoiles et du gaz cosmique du plan galactique diffuse la lumière provenant du grand attracteur. Alors évidemment, on a des théories de ce que peut être le grand attracteur et pourquoi il nous attire autant. La nature et la composition exacte du grand attracteur restent un mystère. Mais les astronomes ont émis plusieurs hypothèses pour tenter de cerner sa nature. L'hypothèse la plus plausible est que le grand attracteur soit un amas de super-amas galactiques, une structure colossale regroupant des milliers de super-amas galactiques, eux-mêmes donc constitués de centaines de galaxies, voire même des milliers pour les plus gros. La masse cumulée de toutes ces galaxies expliquerait cette puissance force gravitationnelle attractive, d'où le nom le grand attracteur. À cause de ça, il formerait une structure filamentaire, un long filament donc, de matière reliant les amas de galaxies entre elles. Mais une hypothèse alternative suggère que le grand attracteur pourrait être au contraire du vide, une région de l'univers où la densité de matière est anormalement faible. L'attraction gravitationnelle des régions environnantes plus denses en matière créerait l'illusion d'une force attractive provenant du vide lui-même. Donc finalement, il est possible que le grand attracteur soit une combinaison de ces différentes structures, une région complexe regroupant des amas de galaxies, des vides cosmiques et des filaments. Et ces hypothèses, ça nous montre à quel point il est compliqué de cerner la nature exacte de cette structure cosmique. Évidemment, le grand attracteur, s'il a un impact sur notre galaxie, il a aussi un impact sur la Terre. Mais il n'a pas un impact direct sur notre planète et encore moins dans un avenir proche ou lointain. Son attraction gravitationnelle est trop faible pour influencer significativement la trajectoire orbitale de la Terre autour du Soleil par exemple. L'attraction du grand attracteur agit sur l'ensemble du groupe local de galaxies, dont la Voie lactée fait partie et notre système solaire aussi. Cette force gravitationnelle collective entraîne le groupe local dans une sorte de migration cosmique, à près de 610 km par seconde. Sur des milliards d'années, cette migration pourrait amener le groupe local à se rapprocher d'autres amas galactiques, voire même fusionner avec. Mais évidemment, ces événements sont si lointains dans le temps qu'il est impossible de les prévoir. Et pour vous dire, la Terre aura disparu bien avant. D'autres menaces, bien plus proches et bien plus concrètes, pèsent sur le futur de la Terre. C'est pas le grand attracteur le problème. Le problème en ce moment, c'est le changement climatique ou les impacts d'astéroïdes. Ça, c'est vraiment un danger pour la Terre et ses habitants. Et ça nous concerne vraiment. Tandis que l'attraction du grand attracteur, ça n'a aucun effet sur nous. Bien qu'on soit irrésistiblement attiré par cette région-là, ça ne devrait en rien modifier le destin de la Terre, ni de notre galaxie. Bon, finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après pour percer les mystères du grand attracteur? Et bien, pour percer ces mystères et comprendre sa nature, les astronomes analysent la distribution des galaxies et de la matière noire dans cette région. Pour ça, ils font des simulations, ils modélisent les différentes hypothèses et recherchent des indices en observant le ciel. Il y a par exemple Euclide, qui est un télescope spatial qui a été envoyé récemment par l'Agence spatiale européenne, qui a pour but de cartographier l'univers et analyser sa distribution en matière noire. On espère peut-être un jour comprendre sa nature. Au sol, il y a LOFAR, Low Frequency Array. C'est un réseau international de radiotélescopes qui permettrait d'observer le grand attracteur dans le domaine des ondes radio. Ça fournirait donc des informations sur la distribution de la matière noire et la structure à grande échelle de l'univers. Donc en fait, si vous voulez, pourquoi on comparait le grand attracteur au fond diffus cosmologique, c'est parce que tous les deux ont plus ou moins les mêmes défis en termes d'observation. On ne peut pas les voir directement et on doit les observer par des méthodes indirectes. Alors c'est peut-être en comprenant la globalité de notre univers et sa distribution en matière en général ou en matière noire qu'on pourra comprendre enfin le grand attracteur et sa nature. Est-ce que ce sont des galaxies qu'il compose? Est-ce que c'est un vide cosmique? Tout ça, on pourra le savoir peut-être un jour. Il y a même la mission Athéna qui sera lancée en 2031 par l'Agence spatiale européenne. Ce sera donc un télescope à rayons X qui permettra d'observer les trous noirs entre autres, les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, comme le trou noir Sagittarius à étoiles, et peut-être les galaxies aussi du grand attracteur. Donc oui, il y a des missions qui sont pas forcément dédiées spécialement au grand attracteur, mais qui pourront nous apporter des réponses à nos questions. Finalement, on ne sait pas ce qu'est le grand attracteur. On sait que toutes les galaxies sont attirées vers lui,
mais on sait toujours pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'on pense pas que ce soit un phénomène qui soit anormal. On pense juste que c'est une structure massive, tellement massive qu'elle attire plein de galaxies. Et pour le coup, ça paraît un peu simple dit comme ça. Ici, vous avez une petite vidéo sur les trous blancs si ça vous intéresse. Merci à vous, c'était Zebrolos. Bye.